Nouveau numéro de votre émission Angle de vue. 2 pays seront parcourus durant 45 minutes, l'Afrique du Sud et l'Ouganda. Nous aborderons en premier lieu l'élection du vice-président Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC. Victoire de justesse face à son challenger Dlamini Zuma, puisque seulement quelques 179 voix les ont départagées, ce qui expose clairement la fragilité de force de frappe du nouvel homme fort du parti qui ne peut omettre de composer avec le camp Zuma. Déjà, l'homme a entre autres promis d'éliminer la corruption qui mine le parti et le gouvernement. Le NEC, renouvelé mercredi, est donc presque à égalité partagée entre le camp Ramaphosa et celui de Dlamini Zuma, favorable à Jacob Zuma. La tâche ne s'annonce donc pas facile. Peut-on penser que le président sud-africain, embourbé dans des scandales de corruption et qui achève son mandat à la mi-2019, a de quoi perdre sommeil? Afrique du Sud, élection de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC, la fin de tous les problèmes. Suppression de la limitation d'âge pour être élu président en Ouganda, ce sera notre deuxième sujet. Les députés ont adopté à une majorité écrasante le projet de loi mercredi. Une bonne nouvelle pour Yoweri Museveni qui, âgé de 73 ans, pourra se représenter en 2021 pour un 6e mandat. À en croire le parti au pouvoir, cette loi est destinée à lutter contre la discrimination par l'âge. Peut-on ainsi toujours parler de démocratie dans ce pays? Plus de limitation d'âge donc pour être élu président en Ouganda. La polémique est-elle fondée? Ce sont là les 2 sujets qui vont meubler notre émission du jour. Dans peu de temps, le développement. Pour animer cette émission avec moi, 2 invités. L'un a nom Heribert Label Adjovi. Bonjour. Bonjour Claire Stéphane Sacramento. Alors vous êtes journaliste, vous êtes spécialiste des questions internationales. Merci d'être donc avec nous ce jour pour le débat. Deuxième invité, Joseph Arhi, il est journaliste, directeur de publication du journal L'Humanité. Bonjour. Bonjour Claire. Vraiment, c'est encore un plaisir de vous savoir présent à nos côtés pour débattre des questions internationales. Nous démarrons tout de suite par le premier débat. Afrique du Sud, élection de Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC. Est-ce la fin de tous les problèmes? Alors, déjà, avec ce vote, cette élection, est-ce que vous avez été surpris, Joseph Ahi? Non, personnellement, je n'ai pas été surpris. Je n'ai pas été surpris par l'élection de Ramaphosa, tout simplement parce que Ramaphosa fait partie des caciques de l'ANC. Il fait partie des premiers jeunes qui ont combattu dans la clandestinité et qui sont sortis de la clandestinité avec l'icône africaine, Nelson Mandela. Donc, on s'attendait qu'après le départ de Mandela a fait paix à son âme après le décès de Mandela, que ce soit Ramaphosa qui prenne les rênes. Déjà, Mandela l'avait même déjà choisi pour conduire comme dauphin. Mais un autre clan, le clan des Durs, a préféré Thabo Mbeki. Et aujourd'hui, c'est comme si... Et alors, quand Thabo Mbeki est arrivé, l'homme s'est retiré. Et il est allé dans les affaires, il a réussi, il a eu du succès dans les affaires aujourd'hui. Il est très populaire à Soweto. Donc, ce n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, il se donne une forte popularité pour être à la tête de l'ANC. Et je crois bien qu'il est bien parti pour briguer la magistrature suprême en Afrique du Sud. Bon, alors, Heribert Label Adjovi, Dlamini Zuma, qui a perdu donc cette élection à la tête de l'ANC, mais seulement avec quelques 179 voix d'écart de Cyril Ramaphosa. Que penser de ce score quand même assez serré? Mais score serré, mais score quand même et victoire surtout, parce que lorsque vous êtes dans un match de football, on ne veut pas savoir qui s'est bien dépensé, mais qui a marqué plus de buts. Et dans ce cadre-là, c'est bien évidemment Cyril Ramaphosa qui a gagné cette élection à la tête de l'ANC. Il faut dire que ça ne doit pas surprendre que Dlamini Zuma a fait un score très très honorable parce que elle est justement soutenue par son S de président qui quand même avec... Son ex-époux. Oui, son ex-époux, président de la République sud-africaine. Donc, qui quand même avec les affaires a
bien des gens autour de lui. C'est pour ça d'ailleurs que malgré qu'il y a une centaine d'affaires de corruption, il est toujours resté sur place. Ça voudra dire qu'il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que son système se perpétue. Donc on ne peut pas être surpris que la tâche ait été difficile pour Cyril Ramaphosa. On peut d'ailleurs le féliciter une fois encore, comme dans le passé, de tirer son épingle du jeu, parce que, faut-il le rappeler, je pense que Cyril Ramaphosa, en 87, si on peut aller déjà loin, c'est ce jeune syndicaliste du syndicat national des mineurs qui a tenu tête au patronat blanc. Et par rapport aux négociations, on ne s'y attendait pas. Et Cyril Ramaphosa, on ne le dit pas assez, a été capital dans les négociations qui ont abouti le 11 février 1990 à la libération de l'ex-président feu Nelson Mandela après 27 ans en prison. Alors, et donc, Cyril Ramaphosa prend la tête de l'ANC, Dlamini Zuma écarté. Il faut dire que la Ligue des femmes de l'ANC se dit quand même assez déçue, hein, parce que en 105 ans d'existence de l'ANC, eh bien, la Ligue pense que il est quand même une femme mériterait de prendre la tête du parti. Être à la tête du parti n'est pas synonyme, ou bien je dirais que c'est pas parce qu'on est femme qu'on doit nécessairement prendre la tête du parti. Bon, on doit avoir milité très tôt. On doit avoir une base. Les femmes ont été au début, c'est ce qu'elle veut dire. Oui, Batabile Dlamini l'a dit. Hein. Elle a même dit tellement elle est déçue qu'elle a dit, je la cite, « Le capitalisme perpétue le patriarcat parce que vous possédez les moyens de production et parce que les femmes sont pour vous comme des esclaves. » En tout cas, elle a utilisé des mots assez forts pour vraiment exprimer sa déception. Oui, bon, enfin, on veut pas, je veux pas, j'allais dire, rentrer dans l'univers, dans la cosmogonie sud-africaine des pesanteurs culturelles. Je ne veux pas entrer dedans. Tout simplement parce que je pense que les femmes doivent militer. Les femmes doivent militer fortement pour pouvoir s'imposer au sein de l'ANC. Winnie Mandela a donné l'exemple quand Mandela était en prison. Je dirais qu'à cette époque, il n'y avait que Winnie Ramaphosa, dont on entendait, et Gafa Boutelezi, dont on entendait de l'Inkatha, dont on entendait les noms. C'est après que aujourd'hui cette dame-là sort pour parler, et quand elle porte cette critique, on sait de qui elle parle, on sait que c'est de Ramaphosa qu'elle parle. Alors, si elles doivent un jour ou l'autre prendre le pouvoir, qu'elles sachent qu'elles doivent militer suffisamment. Beaucoup de femmes doivent militer, et pour que dans ce nombre, j'aurais dit cette quantité de femmes qui vont militer, au moins que des personnes sortent et qu'on arrive à les choisir. Donc être à la tête de l'ANC n'est pas synonyme d'être femme, et que d'être femme n'est pas synonyme d'être présidente de l'ANC. Bon, voilà. Mais quand même, Joseph Ari, hein, et Ribert Label, quand même, on prend par exemple Dlamini Zuma, elle a un passé assez riche, elle a été à la tête de l'Union africaine, elle a également d'autres bagages intellectuels et autres, elle a fait d'autres expériences. Elle pèse quand même assez lourd dans la balance. Vous pensez qu'elle aussi, eh bien, n'a pas assez de mérite pour prendre la tête, Ribert? Je peux dire qu'elle a assez de mérite. Les femmes ont beaucoup milité dès le début de l'ANC, mais en face, elle a Cyril Ramaphosa. Cyril Ramaphosa, dont feu président Nelson Mandela disait qu'il est l'un des plus doués de sa génération. C'est-à-dire que pour lui, normalement, c'est à Cyril Ramaphosa qu'il voudrait confier l'héritage de l'ANC. C'est pour dire que déjà en 1997, lorsqu'il y a eu les élections à la tête de l'ANC et que Thabo Mbeki a été soutenu par les caciques de l'ANC, il faut dire que Nelson Mandela s'attendait à ce que ce soit Cyril Ramaphosa. Aujourd'hui, des années plus tard, une décennie plus tard, 2 décennies plus tard, on se retrouve avec Cyril Ramaphosa à la tête de l'ANC. Ça ne doit pas être une surprise. Dlamini Zuma, elle est méritante, mais elle a fait face à quelqu'un de plus méritant qu'elle, d'autant plus
qu'après son échec de 1997, Cyril Ramaphosa s'est retiré de la politique et de l'ANC avec la politique de discrimination positive qui a permis à des Noirs de prospérer dans le monde des affaires. Aujourd'hui, il est la 42e fortune africaine, ce n'est pas rien. Il a fait fortune dans les mines, il a fait fortune dans l'immobilier, il a fait fortune également dans les chaînes sud-africaines de McDonald's et de Coca-Cola. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a réussi à la fois dans les affaires et dans la politique, qui se retrouve à la tête de l'ANC. On peut dire que Dlamini Zuma, je regrette, s'est retrouvé face à quelqu'un qui était un peu plus fort qu'elle, surtout que Cyril Ramaphosa a fait plusieurs fois la prison, a été emprisonné régulièrement sous le vocable de terrorisme. Donc ce n'est pas n'importe qui vient prendre cet héritage-là de l'ex-président feu Nelson Mandela. Alors Joseph Ari, Dlamini Zuma a frôlé quand même son élection à la tête de l'ANC, puisqu'on a tous reconnu que l'écart n'est pas si grand que ça, même si elle a perdu. Supposons un instant que c'est elle qui a été élue. Ben, c'est une personne. Si c'est elle qui a été élue, elle doit diriger l'ANC. Personne ne remet en cause les qualités, les compétences de Dlamini Zuma. Personne ne remet ses compétences en cause. Seulement que, avant elle, il y a eu des gens, comme Ramaphosa, par exemple, qui ont montré qu'ils étaient de grandes figures historiques, des gens qui ont été, j'allais dire, désignés. C'est ce mot que des gens qui ont été remarqués, voilà, dans la société sud-africaine comme étant ceux-là qui ont fait un grand parcours avec Nelson Mandela. Ils ont marqué le peuple sud-africain. Et donc, dans les affaires, très tôt, comme il a dit tout à l'heure, très tôt, après son échec face à Thabo Mbeki, il s'est retiré, il s'est préparé, il est revenu en force. Une élection, c'est de l'argent, c'est le coût. Il y a la base électorale, mais bien sûr, mais c'est de l'argent. Donc, c'est pour vous dire que, certainement, à ces élections, l'argent a circulé. Et qu'aujourd'hui, Ramaphosa mérite bien son poste. Si Dlamini avait été élu, ben, comme Ramaphosa, le peuple sud-africain, c'est-à-dire l'ANC, allait la suivre aux affaires. Est-ce que vous pensez qu'elle a été à la tête de l'Union africaine? Est-ce que vous pensez qu'elle a... la manière dont elle a géré l'Union africaine, cela peut laisser entendre qu'elle aurait bien géré l'ANC aussi? Ben pourquoi pas? Moi, je poserai la question autrement. Elle a été présentée par l'Afrique du Sud à la tête, pour être à la tête de l'Union africaine. Ça veut dire que quelque part, l'ANC, on reconnaît elle ses a du potentiel. Elle a du potentiel. Donc, c'est pas faire preuve de phallocratie que de voter contre elle. Et que Ramaphosa soit élu à la tête de l'ANC. Non, le tour des femmes viendra. Il ne faudrait pas poser le problème comme ça. Le tour des femmes viendra. D'accord, voilà. Elles patienteront. D'accord. Et donc, nous poursuivons cette émission. Heribert Labelle Adjovi, Cyril Ramaphosa se retrouve donc à la tête de l'ANC. Pensez-vous qu'il pourra redorer l'image de l'ANC qu'on sait profondément écornée, divisée? L'ANC profondément, l'image de l'ANC plus précisément, profondément écornée, l'ANC profondément divisée, notamment à cause de Thabo Mbeki. Je dis Thabo Mbeki à cause de Jacob Zuma, l'actuel président. Et c'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, sans forcément applaudir l'arrivée de Cyril Ramaphosa, je trouve que c'est un moindre mal. Parce que si Dlamini Zuma briguait et ce poste devenait présidente de l'ANC, on se dirait que c'est une continuité. Or, ce serait une continuité dans le mal. Une continuité dans le mal, d'autant plus que tout le monde sait qu'il y a une centaine d'affaires dans lesquelles l'actuel président sud-africain, Jacob Zuma, est impliqué. Dans ces conditions, on peut dire que c'est une patate chaude pour Dlamini Zuma, que je sais être quand même d'une certaine fraction dure de l'ANC, même si aujourd'hui, par rapport à cette élection, son ex-époux, Jacob Zuma, l'a aidé. On sait très bien qu'ils n'ont pas forcément les mêmes opinions, les mêmes visions sur les questions politiques dans leur pays. Donc je trouve que le choix de Cyril Ramaphosa permet vraiment de soigner l'image de l'ANC, parce que n'oubliez pas,
l'image de l'ANC est suffisamment écornée aujourd'hui, et dans le cadre des élections générales de 2019, on se demande ce qui va se passer si, pour une première fois, l'ANC ne va pas perdre la majorité au Parlement. Je crois qu'avec quelqu'un comme Cyril Ramaphosa, l'ANC peut encore colmater les brèches, parce que voilà quelqu'un qui a réussi dans les affaires. Il peut permettre à l'ANC... La politique, c'est pas les affaires quand même. Oui, mais la politique, c'est pas les affaires, mais il a fait les deux. Il a fait les deux. On peut dire qu'il a une relative réussite. Et donc, je pense qu'il a quand même un capital d'expérience et dans les affaires et dans la politique qu'il peut mettre au service de son pays. Maintenant, il se pose un problème, puisque la base électorale de l'ANC, c'est également les syndicats. Et dans le cadre des syndicats, vous savez que ce qu'on reproche à Cyril Ramaphosa en tant qu'homme d'affaires, c'est d'avoir soutenu la répression des ouvriers de la mine de Marikana en 2012 d'ailleurs. Et ça, c'est un problème qu'il a. C'est ça peut-être le bémol, mais je crois qu'au-delà de cela, Cyril Ramaphosa, c'est quand même quelqu'un, il n'est pas né de la dernière pluie, il connaît l'ANC, il a été dans le maquis, il a été embastillé, il a apporté de la plus-value à l'ANC. Et n'oubliez pas, ça j'en aurais fini lorsque j'aurais dit que Cyril Ramaphosa, c'est quand même l'un des pions essentiels de la transition démocratique en Afrique du Sud. N'oubliez pas, il a présidé l'Assemblée constituante, et également il a dirigé l'équipe de rédaction de la Constitution qui a été adoptée en 1996. Oui, mais qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, par exemple, au sein de la Commission électorale nationale, les membres de la Commission sont divisés entre camp Ramaphosa, camp Zuma. Est-ce que vous ne pensez pas que Cyril Ramaphosa joue aujourd'hui d'une force de frappe assez fragile? Joseph Arim. Oui, force de frappe assez fragile. C'est tout à fait évident, puisqu'il ne maîtrise pas encore la base, il ne maîtrise pas les réseaux, ce qui faisait la force de Jacob Zuma. Il doit travailler. Et moi, je pense qu'il faut faire confiance à ce monsieur. Il est très habile et un très bon stratège. Sinon, il ne réussirait pas les négociations face à Frédéric de Klerk. Il ne réussirait pas les négociations qui ont permis à Mandela de sortir de prison. Donc, c'est un capital de confiance qu'on doit lui faire. Et je crois bien que ce monsieur conduira l'Afrique du Sud dans le Conseil des Nations. Il donnera une bonne image de l'Afrique du Sud, parce que le terrain sur lequel on attend l'Afrique du Sud aujourd'hui, ce n'est plus la gestion interne de l'ANC, ce n'est plus la gestion entre Sud-Africains. L'Afrique du Sud aujourd'hui en Afrique est une locomotive. C'est une locomotive économique. C'est une locomotive aussi politique, parce que la plupart des dirigeants ont eu un passé historique. Et c'est très important dans un pays quand on veut s'imposer. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud, on attend l'Afrique du Sud sur le théâtre de certaines opérations en Afrique, par exemple. Par exemple, contre Boko Haram, par exemple. Pourquoi l'Afrique du Sud ne viendrait pas en soutien au Nigeria? Militairement, s'entend, même économiquement. Au Mali, on attend les forces sud-africaines. On ne les voit pas. Vous voyez, dans la bande sahélo-sahélienne, c'est-à-dire là où il y a du feu en Afrique, on ne voit pas, voit pas l'Afrique du Sud. Est absente. Or, pour être une grande nation aujourd'hui, pour s'imposer dans le Conseil des Nations, il faut souvent intervenir sur ces théâtres d'opération pour montrer qu'on constitue une force de frappe. Sur le Malheureusement, l'Afrique du Sud n'est pas encore à ce niveau. Et là, on s'attend, on n'est pas très satisfait de ce que les dirigeants africains à la tête de l'ANC et aussi à la tête de l'Afrique du Sud, leur gestion politique jusqu'à ce jour ne satisfait pas encore tous les Africains. Tous les Africains. Voilà. Alors, toujours dans le même registre, le nouveau président de l'ANC a promis d'éradiquer, en tout cas de lutter contre la corruption au sein de l'ANC et au sein du gouvernement. Pensez-vous que ce sera chose facile? Nous savons bien que ça commence déjà au sommet de l'État, le chef de l'État, Jacob Zuma, qui est vraiment embourbé, qui est plongé jusqu'au cou dans plusieurs scandales de corruption. Comment est-ce que vous pensez qu'il va s'y prendre, qu'il va y arriver, sans que cela ne ressemble à une chasse à l'homme?
Mais je crois que l'homme, il est vice-président sud-africain. L'homme a réussi dans les affaires sans qu'au jour d'aujourd'hui, on ne lui reproche pas grand-chose en termes de gestion. On ne lui a pas trouvé des affaires. Pas encore. De toutes les manières, il est vice-président. Dans tout ce qui a éclaboussé son président, on aurait pu lui trouver des choses. Et pour le moment, ce n'est pas encore le cas. Je pense que Cyril Ramaphosa, il a les leviers nécessaires pour accomplir la mission qu'il s'est assignée. Je pense qu'il n'est pas possible d'en arriver à une corruption zéro. Ça n'existe nulle part. Et c'est ceux qui cherchent à donner des leçons, on sait très bien comment ça se passe. Et donc, en considérant que Cyril Ramaphosa, il est quelqu'un qui s'y connaît en politique et qui s'y connaît également en affaires, il sait comment la corruption s'organise. Et donc, s'il dit qu'il veut lutter contre la corruption, il faut déjà lui faire confiance. Il ne le fera pas seul. Il va falloir qu'il y ait une équipe. Et je sais que non seulement au sein de l'ANC aujourd'hui, et également ceux qui sont en dehors de l'ANC, qui faisaient partie de l'ANC, c'est la question de la corruption, notamment entretenue par le premier magistrat sud-africain, a été vraiment un véritable problème qui a amené une désaffection entre la base qui vit quand même une paupérisation prononcée et qui se dit que si les ressources de l'État sont bien gérées, on pourra amenuiser l'inégalité sociale qu'il y a en Afrique du Sud. Et donc le chômage qui est, vous savez bien que 30% de la population active sud-africaine est au chômage et qu'au jour d'aujourd'hui, la croissance est quasi nulle. Donc, il faudra quelqu'un quand même qui s'y connaît en matière d'affaires et qui est également quelqu'un pétri des questions politiques. Je pense que Cyril Ramaphosa, il est vraiment un prototype de l'homme d'État qu'on peut souhaiter aujourd'hui à la tête d'un certain nombre de pays. L'homme parfait, alors. Non, pas l'homme parfait. L'homme parfait n'existe pas, mais je trouve que par rapport à l'Afrique du Sud, par rapport à l'histoire récente sud-africaine, quelqu'un qui, dans la politique, a mouillé le maillot, est resté dans le maquis et est allé en prison pour la cause, il est très bien placé pour jouer le rôle. Joseph Harry, comment est-ce que Cyril Ramaphosa pourrait-il réussir à réconcilier les membres de l'ANC, eh bien, s'il se donne pour cheval de bataille la lutte contre la corruption, et sachant que Jacob Zuma est vraiment le premier le plus embourbé? Il lui sera difficile de pouvoir réconcilier tout le monde. Mais le connaissant, sachant que cet homme est très habile, cet homme s'est formé dans le monde des affaires économiquement et financièrement très fort aujourd'hui en Afrique du Sud. 450 millions de dollars comme fortune personnelle, c'est pas peu. Et puis, il a face à lui Jacob Zuma, avec une grande partie, disons 80% même déjà, de la base de l'ANC. Oui. Il est obligé de jouer avec. Il est obligé de travailler politiquement pour être en odeur de sainteté avec Jacob Zuma, afin de conduire sa politique de telle sorte que la corruption soit pas éradiquée, mais amenuisée. Ça, c'est clair. Il fallait s'attendre à des hommes politiques corrompus en Afrique du Sud. Il fallait s'attendre à une société corrompue en Afrique du Sud, ça c'est clair. Tout simplement parce que, imaginez-vous, des gens qui sortent de prison, des gens qui n'ont pas été préparés à la chose politique, des gens qui n'ont pas été préparés à la chose économique, subitement se retrouvent être des dirigeants. Oui, mais Jacob Zuma, ce n'est pas 5 ans qu'il est à la tête du pays. Et nous savons que les crises, c'est-à-dire les scandales de corruption, sont vraiment en série. Oui, j'en arrive, effectivement. Jacob Zuma, avant d'être président de l'Afrique du Sud, tout le monde le savait, le saint homme, l'homme propre, quand il a pris les rênes de l'Afrique du Sud. Mais quelques années après, il a goûté aux fruits. Quelques années après, ce sont les réseaux tout autour de vous qui vous poussent à signer des contrats et qui vous disent, bon, sur tel contrat, vous avez 30 commissions. Et c'est comme ça que la corruption s'installe. Arrive à la famille Gupta aussi. Voilà, très petit à petit, très juteuse. Vous voyez, l'Afrique du Sud, un pays, on dirait même un scandale naturel, hein, du diamant, de l'or, du pétrole,
Ils en ont suffisamment. Ils ont la terre, ils ont presque tout. Donc, un chef d'État qui arrive là et qui n'est pas intègre, facilement se voit phagocyté par les groupes d'affaires, et puis on arrive à cela. Aujourd'hui, avec Ramaphosa, avec cette fortune personnelle, je crois qu'il ne sera pas facilement phagocyté par ces groupes d'affaires. Oui, mais la question qui se pose ici, comment est-ce que tout en faisant le jeu de Jacob Zuma, il pourra, puisque le chef de l'État est vraiment en plein dans des scandales de corruption, comment est-ce qu'il faut sévir sans l'écorcher? Parce que c'est ça le problème. C'est pourquoi je disais tout à l'heure qu'il sera très difficile de sévir. Il va falloir qu'il aille doucement. Il est pressé, mais il faut aller doucement quand même. Il faut convaincre. Et tout le monde sait que quand on se bat pour le bonheur du peuple, il y a des sacrifices à faire. Ramaphosa ne vient pas à la tête de l'Afrique du Sud pour affirmer sa fortune personnelle, non pour affirmer sa personnalité, non. Il vient pour conduire le peuple sud-africain au bonheur. Et les autres doivent le savoir. Donc, Heribert Labelle-Adjovi, rien pour perturber le sommeil de Jacob Zuma, on pourrait le dire, même avec l'arrivée à la tête de l'ANC de Cyril Ramaphosa. Ah, mais on ne peut pas le dire, parce que même lorsque nous sommes des partenaires et que vous m'avez aidé à parvenir au pouvoir, si dans ma politique je décide, et ça c'est naturel, parce que n'oublions pas l'essence même de la politique et de la gestion du pouvoir d'État. C'est justement que tout le monde ne peut pas tout gérer et qu'on a décidé de choisir quelqu'un qui puisse au mieux gérer les intérêts de toute la communauté. Donc, dans ce sens-là, Cyril Ramaphosa, s'il était élu en 2019 comme le président sud-africain, quel que soit le soutien qu'il aurait eu de la part de Jacob Zuma, il sera bien obligé d'appliquer sa politique. Et je peux vous dire que c'est parce que Jacob Zuma est encore au pouvoir que vous voyez tous ces soutiens-là. Lorsqu'il ne sera plus là, je pense que les langues vont se délier. Il pourra, Cyril Ramaphosa, je voudrais dire, il pourra appliquer sa politique, je le crois. Et une précision, je pense que le choix de Jacob Zuma comme président sud-africain, c'était un choix mal parti dès le départ, puisqu'avant même que de devenir président de la République, il y avait des affaires qui étaient non élucidées, et il a été soutenu comme tel contre Thabo Mbeki en son temps, qu'on estimait qu'il était de l'aile dure de l'ANC. Donc je pense que Jacob Zuma, si je peux m'exprimer ainsi, a été une parenthèse malheureuse de l'ANC. J'espère qu'avec Cyril Ramaphosa, tirant les leçons de tout ce qui s'est passé là, parce que de quoi il s'agit concrètement? On a un pays où un peuple a été martyrisé longtemps. On a maintenant des dirigeants qui sont de la classe martyrisée, les Noirs, et qui parviennent au pouvoir et maintenant s'embourgeoisent. Ça, c'est un véritable problème. Il faudrait qu'avec Cyril Ramaphosa et sa fortune personnelle, qu'il maintenant applique la vertu en ne procédant pas à la prévarication des ressources sud-africaines, mais bien plutôt en faisant en sorte que la population active, plus de 30% qui ne trouvent pas à travailler, puissent trouver à travailler, et qu'il y ait une réduction notable de l'inégalité, des inégalités sociales en Afrique du Sud. Je pense que cela est fondamental. Il a la possibilité de le faire. Il a, comment on appelle, le carnet d'adresses pour le faire. Je pense qu'il reste la volonté. Les hommes pour l'aider sont également là. Alors, Joseph Arihi, comment est-ce que vous prévoyez 2019 la présidentielle? Pour Ramaphosa, bien sûr. Pour la vous savez, il semble qu'en Afrique du Sud, surtout à l'ANC, il y a une discipline au sein du parti. Et je crois que après le départ de Jacob Zuma, je crois fortement que les militants favorablement iront vers Ramaphosa. Vous pensez? La seule personne qui peut troubler le sommet de Ramaphosa aujourd'hui, c'est Julius Malema. Voilà, c'est le seul qui peut troubler son sommet. Sinon, je crois qu'il n'y a pas de candidat face à Ramaphosa capable qui puisse tenir. Qui puisse tenir ou l'empêcher de gravir les échelons du palais présidentiel
de l'Afrique du Sud. Alors, très rapidement, nous allons aborder la deuxième articulation de cette émission. Très rapidement, plus de limite d'âge présidentielle. Donc, en Ouganda, les députés ont voté. La polémique est-elle bien fondée? Alors, les députés ont justement voté mercredi un projet de loi qui supprime la limite d'âge pour être élu président en Ouganda. Quelle est votre appréciation? Mais ça me fait sourire. Ça me fait sourire parce que ça me rappelle 2005. En 2005, la même Assemblée a fait voter une constitution où il était question justement de supprimer le nombre de mandats. De supprimer le nombre de mandats et maintenant d'amener la limitation d'âge. Alors, 12 ans plus tard, rebelote et 10 de der, le président Yoweri Museveni amène sa majorité au Parlement à voter maintenant une nouvelle loi où il est question, cette fois-ci, alors de ramener la limitation de mandat, mais de supprimer la limitation d'âge alors qu'il a 73 ans et que, entre-temps, ce qui a été fait lui a permis de faire un troisième, un quatrième et un cinquième mandat. Donc, et on dit en plus que la limitation de mandat, cette fois-ci, va courir à partir de 2021. Ce qui veut dire qu'il pourra faire se encore représenter deux fois. Je pense que ce monsieur est malin, mais je pense aussi qu'il se pose un véritable problème parce que le président Yoweri Museveni, j'ai bien l'impression qu'il se moque de son peuple. Il se moque de son peuple parce que, en son temps, s'il avait amené ses partisans à voter pour la limitation d'âge, c'est parce qu'il estimait qu'au-delà de ce seuil-là, il se posait un problème. Et aujourd'hui, alors 12 ans plus tard, il décide de faire sauter ce verrou-là parce qu'il a 73 ans et qu'en 2021, il ne pourrait plus se représenter. Je pense que c'est un cas particulier. C'est un cas particulier. Et ce qui est curieux, c'est justement parce que ce monsieur qui est là depuis 1986, on en parle très peu. On en parle très peu. La communauté internationale en parle très peu, alors qu'il y a d'autres cas qui ne sont pas aussi criards et qu'on en parle beaucoup. Allez-y comprendre quelque chose. Alors, voilà le cas en Ouganda. C'est à croire que les députés eux-mêmes, même si la majorité, le parti au pouvoir est majoritaire à l'Assemblée, c'est à croire que les députés sont comme des marionnettes. Parce que là, tout le monde suit le mouvement pratiquement. Le projet de loi a été voté par 345 voix contre 22. Hein. C'est un comportement propre à l'Afrique. Quand les députés sont majoritaires, on réfléchit plus. On réfléchit plus. On suit les consignes du chef de l'État et puis c'est fini. C'est comme ça dans presque tous les pays où le chef de l'État cherche à s'accrocher ou s'accroche au pouvoir. Ça a toujours été ainsi. On vote à l'unanimité. On ne vote même plus. On va par acclamation et puis on va prendre des omelettes. C'est comme ça que ça se passe. C'est quand même triste pour l'Afrique. Quel exemple pour la jeunesse? Yoweri Museveni veut mourir au pouvoir. C'est tout. Il veut mourir au pouvoir. À 73 ans, qu'est-ce qu'il peut encore donner à son pays? Disons-nous la vérité. À 73 ans. S'il veut véritablement travailler en tant que président... Robert Mugabe a eu plus que ça. Oui, mais peut-être que c'est son exemple qu'il suit. C'est un mauvais exemple. Un très mauvais exemple pour l'Afrique. On veut du dynamisme dans les pays africains. On veut que la jeunesse prenne le pouvoir et travaille. Une seule personne ne peut pas penser pour tout le monde. Pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans. Non. Non. Et je suis particulièrement intéressée par ce que Heribert Label Adjovi a dit tout à l'heure, c'est-à-dire c'est comme la communauté internationale a quand même choisi Yoweri Museveni pour intervenir dans certains pays en crise, hein, comme médiateur. Quand je prends par exemple le Burundi, par exemple, quel exemple est-ce que ces chefs d'État sont pour qu'on les prenne en modèle? C'est ça aussi la question qu'on se pose. Heribert Label. Mais bien sûr, vous savez que le cartel, je vais dire la communauté internationale, quand nous parlons de communauté internationale, nous parlons d'abord des États-Unis, nous parlons de l'Union africaine et les autres après. Donc, lorsqu'ils ont des clients, des États clients, c'est-à-dire des États qui sont fidèles à leur ligne de conduite, et cette ligne de conduite, c'est que nous constituons des marchés pour l'écoulement des produits et des marchés pour l'écoulement des produits et en amont, nous fournissons les matières premières. Lorsqu'on est d'accord pour cela, alors on devient un État pion, un État client aussi.
Donc, je pense que, et on le sait, Yoweri Museveni joue ce rôle-là, mais jusqu'où ça ira, on a vu, il faut peut-être ajouter que si les députés ougandais ont voté cette loi-là par 315 voix pour, 62 contre et 2 abstentions, que eux-mêmes, ils sont passés d'un quinquennat au septennat. C'est-à-dire que les députés étaient élus pour 5 ans. Maintenant, ça passe à 7 ans. À 7 ans. Et donc, ça veut dire ce que ça veut dire. Et ce qui repousse d'ailleurs les prochaines législatives à 2023. Naturellement, naturellement. Donc, on peut se rendre compte qu'on est dans une situation confuse. Mais, personnellement, ça ne me surprend pas. On est là, une fois encore, dans ce que nous avons toujours dénoncé. C'est-à-dire que jusqu'à ce jour, nous avons dit que nous avons eu une indépendance nominale, mais que ce soit notre économie et surtout notre structure architecturale politique, c'est ce qui est laissé par l'ex-colonisateur. Et ça amène des schémas que nous avons ici. Que Yoweri Museveni reste jusqu'à mourir au pouvoir, si la constitution ougandaise le permettait, ça pose aucun problème, puisque nous avons sous d'autres cieux des rois, des reines, je ne veux pas aller plus loin. Donc, il va falloir que nous en arrivons à réfléchir profondément. Est-ce que ce n'est pas des conférences nationales ou quoi, pour voir comment nous allons installer des structures qui répondent à nos réalités et que par rapport à ça, le souverain soit choisi, qu'il soit chef d'État ou roi. L'essentiel, c'est qu'on ait des gens sur des critères bien précis, qui soient des gens intègres et qui sont à même de nous conduire dans la destinée commune. Cela est très important. Maintenant, lorsqu'on donne sa parole, comme ce fut le cas il y a 12 ans, on ne revient pas pour sauter un verrou comme la limitation d'âge qui était à 75 ans. Lorsqu'on a 73 ans, ça veut dire que tout est fait pour le seul homme, Yoweri Museveni. Ça pose un problème parce que il n'y a pas que Yoweri Museveni qui puisse présider aux destinées de l'Ouganda. Mais, une fois encore, c'est aux Ougandais d'en décider, mais ça pose un problème puisque nous avons un destin commun et nous visons l'Union africaine. On le dire. Alors, Joseph Ahi, on se demande, dans des pays comme l'Ouganda, quel est le sort de l'opposition? Pauvre opposition. Oui, pauvre opposition, ça n'existe même pas. Une opposition pareille n'existe même pas, puisque cette opposition fera quoi? Quand à l'Assemblée, le chef de l'État est majoritaire, qu'est-ce que cette opposition verra? Et puis qu'est-ce qu'elle fera? Elle ne fera que jeter de l'eau sur le dos d'un canard, parce qu'on ne les écoutera même pas. On les écoutera même pas. Vous savez, ces gens de chefs d'État fonctionnent comme les chefs d'État du soleil des indépendances, là. C'est comme cela. Vous voyez? On se dit, on se met dans la tête qu'on est le père de la nation. C'est à cause de nous que tel ou tel a réussi dans la vie. Propriétaire de la nation. De la nation. On confond ses biens personnels aux biens de l'État. On se dit que le chef de l'État ne verra jamais sa propre tombe. Aucun opposant ne verra la tombe du chef de l'État. Donc, ainsi de suite. On construit des artifices et autour de ces artifices-là, on s'installe. Et on distille de l'argent un peu partout dans son entourage. Et quand c'est comme ça, à l'Assemblée, au Sénat ou partout ailleurs, bon, le chef de l'État règne. Vous n'allez pas me dire que ce qui se passe en Ouganda ne se passe pas au Cameroun. Vous n'allez pas me dire que le Cameroun ne sont pas intelligents. Il y a des cas similaires. Oui, regardez le Burkina Faso avec Blaise Compaoré. Il a voulu réviser la Constitution pour en faire de 5 ans à 7 ans. C'est à croire qu'il y a certains peuples plus forts. Et c'est la communauté internationale encore qui l'a exfiltré du Burkina Faso pour la Côte d'Ivoire. Vous voyez? Donc, comme il le dit, quand certains chefs d'État à la tête de certaines nations travaillent pour la communauté internationale, bon, on essaie de ne pas voir ce qui s'y passe. Pourvu qu'il arrive à tuer 15 ou 30 personnes, bon, c'est juste pour l'actualité quotidienne et puis ça s'arrête là. Et puis c'est comme ça. C'est comme ça. Et c'est quand même dommage, hein, Heribert Labelle-Adjovi. Ce fait est tellement commun à plusieurs pays africains. Je parlais du fait de vouloir s'accrocher au pouvoir, tellement légion qu'on se demande si les dirigeants africains pensent un tout petit peu à leur jeunesse. Oui, ça c'est un problème fondamental parce que en fait, le problème que nous avons, ce n'est pas forcément que les gens restent beaucoup au pouvoir, même s'ils doivent respecter leurs paroles, mais c'est surtout parce que
il reste beaucoup au pouvoir, mais en même temps, il n'y a pas de résultat. La jeunesse est sans avenir. Je pense que ça, c'est un problème fondamental et il va falloir que, au-delà des intérêts personnels, des intérêts égoïstes, qu'il y ait des réflexions profondes pour qu'on en arrive à des situations qui respectent l'humain dans son désir d'être et de grandir, d'aspirer à un mieux-être. Et par rapport à la situation ougandaise, ça pose un sérieux problème, mais on n'en parle pas comme on pourrait parler d'autres dossiers. Et ça aussi, c'est un problème. Je pense que pour ne pas trop parler, il faut juste dire que nous avons à faire une réflexion profonde sur l'essence de nos États. Nous avons à faire une réflexion profonde sur le type de gouvernance que nous désirons et qui répondent concrètement à nos valeurs intrinsèques, parce que je peux vous le dire, si nous faisons face à un peuple et qu'on a un dirigeant, et sur le plan du travail, du pain et de la paix, le peuple a ce qu'il faut, que le dirigeant, en tout cas dans notre contexte, que le dirigeant reste longtemps, en fait, ça ne pose pas de problème à la base. Maintenant, c'est lorsqu'il ne répond pas aux aspirations de ceux qui sont les grands du monde qu'ils estiment qu'au nom de la démocratie, parce que cette histoire de démocratie, il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties. Mais c'est un débat général. Par rapport à Yoweri Museveni, ce qui se passe en Ouganda ne répond pas à la parole donnée. Mais si on va faire un débat général, on va dire il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas une démocratie, il y a des démocraties. Et puis, Joseph Ari, nous plaignons la jeunesse, hein, mais c'est quand même en majorité la jeunesse qui élit le chef de l'État. Oui, mais cette même jeunesse, à des moments donnés, dans ces 16 États, a perdu la boussole. Imaginez-vous un jeune qui est allé à l'école, sort de l'université, il n'a pas d'emploi. On le soumet aux travaux de basse besogne. Il n'a plus d'espoir, il est désespéré. Donc que le chef de l'État soit sur son piédestal, fasse tout ce qu'il veut. S'il n'y a pas une opposition, s'il n'y a pas de dirigeants clairvoyants qui puissent dénoncer, critiquer les pratiques, les mauvaises gestions, le fait que ce chef d'État décide de s'éterniser au pouvoir, s'il n'y a personne pour les dénoncer, ben, le peuple suit. Mais qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut alors? Ah oui, il faut des leaders, c'est là que j'allais en venir. Il faut des leaders, il faut des leaders d'opinion, il faut des leaders capables de se sacrifier pour la jeunesse, capables de dire ce qui se passe n'est pas bon, il faut que ça change un jour. Le peuple béninois, à un moment donné, la jeunesse béninoise, à un moment donné, a décidé que ça change, et ça a changé. Et dans certains États, les jeunes sont sortis au Burkina Faso et on dit qu'il faut que ça change, au risque de leur vie, et ça a changé. Le chef de l'État a fui en plein jour. Un chef d'État, allez-y voir le palais du Burkina Faso. C'est une forteresse. Et pourtant, ils n'ont pas su protéger. Les militaires n'ont pas su protéger, n'ont pas pu protéger Blaise Compaoré face à une jeunesse désarmée. Au menu, une jeunesse au menu qui a brûlé l'Assemblée le même jour, qui allait au palais le même jour, et les militaires ont détalé. Je crois que c'est ce qu'il faut, une prise de conscience de la jeunesse africaine. Dans tous les pays où on constate ce genre d'éternisation des chefs d'État au pouvoir, où on se dit, bon, ben, ma personne s'assimile au pouvoir, et avec des fondements culturels et culturels aussi. Vous savez, dans ces pays de l'Afrique de l'Est, l'Afrique australe et autres, c'est toute une croyance qui se cultive autour du pouvoir. Et quand vous ne comprenez pas ça, vous passez à côté. Et donc, je crois que la jeunesse doit prendre, doit avoir cette prise de conscience-là, et doit prendre, comment j'allais dire, son courage à deux mains et agir. Voilà, et agir. Voilà, choisir son avenir. Choisir son avenir, voilà. Alors, Héribert Labelle-Adjovi, un dernier mot. Nous sommes à la fin de cette émission. On fait un dernier tour de table rapidement. Juste pour dire que ce qui se passe en Ouganda se passe également ailleurs. Il faut deux choses principalement. Que la parole qui est donnée soit respectée, mais en seconde position, ces dysfonctionnements du pouvoir politique montrent bien qu'il est temps que plus de 50 années d'indépendance plus tard, que nous puissions nous asseoir
et revoir l'architecture politique de nos États afin que cette architecture réponde à nos réalités intrinsèques. Sans que nous n'allons le faire, nous serons là comme un dispositif mis en place pour profiter à qui vous savez. J'espère que cela changera, que les réflexions vont se poursuivre afin que l'on en arrive à une situation qui réponde à nos aspirations, mais surtout que nous soyons ensemble, parce que c'est ensemble que nous serons forts, que nous constituons désormais une alternative crédible sur la scène internationale. Cela est très important. L'Union africaine, il faut qu'on en arrive. Merci à vous, Heribert Label Adjovi. Quelques 30 minutes, 30 secondes de votre part, Joseph Ahi. Je parle toujours d'une prise de conscience. Je m'y accroche. Il faut une prise de conscience de toute la jeunesse africaine et de tous les Africains d'ailleurs pour dénoncer ce genre de pratiques et que les Africains de plus en plus pensent qu'on peut se détacher du pouvoir et être bien vu en société. Absolument. Très beau message. Merci beaucoup à vous deux d'avoir accepté de participer à cette émission. C'est la fin donc de Angle de vue du jour. Mesdames et messieurs, restez toujours en compagnie de Sika Télévision. Au revoir. Au revoir.